Bonsoir à tout le monde. Merci de vous être connecté du coup sur le lien pour cette info live, donc du coup sur le titre de moniteur d'atelier. On va passer à peu près 1 heure ensemble, hein. Voilà, ça peut parfois déborder en fonction des questions que vous auriez à poser. Donc n'hésitez pas donc du coup à couper vos micros lorsque je suis sur la présentation et lorsque vous souhaitez prendre la parole, de réactiver vos micros. Ça évitera en fait d'avoir des sons du coup parasites en arrière. Voilà, parce qu'on est tous à notre domicile, donc il peut y avoir des bruits parfois du coup dans l'entourage. Voilà, le mieux c'est de couper le micro lorsque vous ne prenez pas la parole et de réactiver votre micro lorsque vous souhaitez prendre la parole. Donc ça se passe en bas à gauche de votre écran. Normalement, vous avez un lien pour activer ou désactiver le micro avec l'image d'un micro. Du coup, l'idée de cette info live, hein, c'est effectivement de venir vous donner quelques informations, en tout cas des grands axes concernant la formation de moniteur d'atelier, et puis de répondre à vos questions, bien évidemment, au fil de l'eau, hein. N'hésitez pas à m'interrompre en cas de besoin, du coup, il n'y a aucun problème. Alors, d'abord, un petit coup d'œil sur le centre de formation Ascoria. Donc, au niveau de la formation moniteur d'atelier, on est sur une formation qui rassemble, en tout cas, qui réunit de manière partenariale 3 autres organismes de formation que sont l'AFPA et l'ITES. Du coup, les formations moniteurs d'atelier sont dispensées soit par Ascoria et l'AFPA sur les sites de Rennes, Saint-Brieuc et Saint-Avé, soit par l'ITES et l'AFPA sur le site de Brest. Mais en l'occurrence, c'est Ascoria qui est pilote régional de cette formation et donc du coup qui a en charge l'organisation régionale. Pour faire la transition, moi je vais me présenter. Anne-Sophie Besneville, je suis coordinatrice régionale de la formation des moniteurs d'atelier et donc du coup en charge de cette coordination sur l'ensemble de la région Bretagne, donc sur 4 sites de formation à part entière. Petit détour par Ascoria, déjà qui est le centre de formation qui est porteur de ce pilotage régional. Ascoria est placé à 5 écoles en Bretagne. Donc, du coup, sur Lorient, Saint-Avé, Rennes, Saint-Brieuc et Morlaix. Ascoria, ce sont des activités sur l'ensemble du territoire, à la fois sur de la formation initiale, de la formation continue, mais également du conseil auprès des entreprises. C'est un campus des solidarités. Qu'est-ce qu'on entend par là? C'est que c'est une organisation, en tout cas, qui permet effectivement de promouvoir les solidarités et les innovations solidaires sur le territoire à travers plusieurs manifestations de type conférences qui sont proposées au fil de l'année régulièrement. Et puis, c'est aussi un centre de recherche, donc avec des formateurs chercheurs et des chercheurs du coup, qui travaillent sur des thématiques spécifiques liées au travail social. Sans m'arrêter sur ce schéma-là qui est assez complexe, hein, ça permet simplement de vous rendre compte un petit peu de l'ensemble des formations qui sont dispensées par le centre de formation Ascoria, allant effectivement de l'infrabac, hein, du niveau 3 au bac plus 5, donc avec différentes formations et différents champs professionnels qui peuvent aller effectivement du domicile jusqu'effectivement aux ESAT, en passant par les formations éducateurs spécialisés, éducateurs de jeunes enfants, et les formations de cadre, CAFAUIS ou CAFDES ou DELIS. Donc, la formation moniteur d'atelier, elle est inscrite au niveau du centre de formation, elle est rattachée à l'école professionnelle qui est en charge d'un certain nombre de formations. Donc, du coup, dans cette école professionnelle, auquel la formation moniteur d'atelier est rattachée, on va retrouver aussi toutes les formations autour de l'animation, les formations autour de l'accompagnement de proximité. Donc, du coup, on va retrouver ici les responsables de services secteur à la personne, on va retrouver les moniteurs éducateurs, les accompagnants éducatifs et sociaux. On va aussi retrouver les prépas apprentissage notamment. Et puis, donc, on va retrouver les moniteurs d'atelier du coup au sein de cette école professionnelle. Donc, pour situer aussi au niveau géographique, moi, donc, du coup, en tant que coordinatrice régionale, je suis rattachée au site d'Ascoria à Saint-Brieuc.
et sous la responsabilité de Stéphane Skourzik, qui est le pilote régional, du coup, rattaché lui également sur le site de Saint-Brieuc à Ascoria. Au niveau du contexte général encore un petit peu, Ascoria met à disposition différentes modalités d'apprentissage qui sont un peu utilisées au cours de la formation moniteur d'atelier. C'est-à-dire qu'on va envisager effectivement le parcours de formation au plus près de vos besoins et donc de manière personnalisée. Ça passera notamment par la nomination de formateurs référents au cours de votre formation. On a aussi la possibilité effectivement de vous orienter vers des coachs au sein d'Ascoria en cas de besoin pour lever une problématique spécifique en cas de besoin au cours de la formation. Votre formation elle s'appuiera également aussi sur des stages. Donc, on y reviendra tout à l'heure, 2 stages majeurs du coup, au cours de la formation. Une école digitale, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'effectivement, certains supports de cours, certains contenus pourront peut-être être amenés à vous être dispensés de manière distancielle via une plateforme pédagogique qui s'appelle Moodle, qui nous permet à minima de déposer l'ensemble des contenus qui seront faits auprès de vous. Ça pourra aussi se faire par mail, l'ensemble de la promo, mais on passe plutôt par la plateforme Moodle, qui est aussi une plateforme pédagogique sur laquelle on peut mettre à disposition un certain nombre de ressources complémentaires au contenu qu'on aborde avec vous au cours de la formation. On a aussi effectivement un réseau des anciens, c'est-à-dire effectivement ce qu'on appelle les alumni dans notre jargon professionnel, qui est un pôle de ressources vous permettant, si besoin, à terme aussi, et au fil de votre formation ou à l'approche de la fin de formation, d'avoir effectivement recours aux anciens qui sont passés par Ascoria et qui aujourd'hui sont implantés professionnellement dans différentes structures. Et ça peut venir vous permettre en tout cas d'activer un réseau professionnel ou d'intégrer un réseau professionnel plus aisément aussi, et donc d'être mis en lien avec d'autres professionnels de d'autres formations également aussi. Et puis des rencontres professionnelles, c'est ce que je nommais tout à l'heure à travers effectivement le campus des solidarités, c'est la possibilité de pouvoir accéder parfois à certaines conférences, y compris en ligne. Au vu du contexte sanitaire actuel, elles sont parfois disponibles effectivement en visio sur des thématiques très larges qui touchent le travail social en général, mais pas que. Donc, voilà un petit peu pour poser le cadre d'Ascoria et ce dans quoi effectivement vous intégrerez le dispositif si vous aviez effectivement ce projet qui se concrétise au niveau de moniteur d'atelier. Alors, bien sûr, vous venez pour des informations. Alors, je ne vois pas les visages puisque du coup, comme je suis en partage d'écran, donc n'hésitez pas en tout cas à remettre votre micro en route et à m'interpeller s'il y a besoin pour que je puisse m'arrêter parce que je suis capable de parler pas mal en tant que formatrice. Donc, du coup, n'hésitez surtout pas à m'interrompre au besoin. Donc, moniteur d'atelier, ce sont 3 points clés majeurs. On va aborder le contexte d'intervention professionnelle, on va aborder l'organisation de la formation qui se fait par bloc de compétences et une logique de parcours un peu personnalisée des apprenants. Les principales fonctions du moniteur d'atelier, tout d'abord, elles vont être de développer l'accès à l'autonomie, à l'épanouissement de la personne et ou à l'insertion dans le monde ordinaire. Après, effectivement, ce monde ordinaire, vous verrez qu'une fois en formation, forcément, il est à voir, il est à mesurer au fil de l'eau avec les personnes concernées elles-mêmes. Certaines, effectivement, n'envisagent absolument pas retourner vers le milieu ordinaire, mais effectivement, en tout cas, les ESAT sont là aussi comme modèle économique d'inclusion, et donc ils doivent pouvoir favoriser aussi l'ensemble des parcours des travailleurs handicapés, quel que soit leur choix, y compris si c'est un choix effectivement de retourner vers le milieu ordinaire. Les ESAT doivent mettre en œuvre un certain nombre de démarches le permettant. C'est aussi participer au bien-être physique et psychologique par le support de l'atelier et du travail. On est bien là sur la formation moniteur d'atelier pour lequel le support est le travail. Et puis d'assurer la production de biens et de services comme support à l'accompagnement des travailleurs en situation de handicap. Alors, la personne accompagnée, bien évidemment, quand vous intégrez effectivement la formation moniteur d'atelier, vous travaillez donc du coup au sein des ESAT et des entreprises adaptées.
qui sont des établissements sociaux et médico-sociaux qui sont raccrochés à la loi de 2002 sur le droit des usagers. De ce fait-là, la personne accompagnée, elle est au cœur de l'action pour ce métier-là également. Donc, vous allez effectivement aborder dans votre formation l'accompagnement, l'autonomie au travail qui va devoir être préservé ou favorisé. Bien évidemment, il y aura des éléments sur les situations de handicap, mais comme vous êtes aussi sur la valeur travail et le fonctionnement par atelier, il va y avoir tout un pan autour de la gestion de production et puis la gestion du développement des compétences professionnelles des travailleurs. Donc, du coup, la formation moniteur d'atelier est à ce titre-là assez à la fois complexe et très riche au travers de ces contenus de formation. Alors, qui peut être accompagné? Ce sont les adultes en situation de handicap au travail, donc en ESAT ou en entreprise adaptée. Aujourd'hui, la formation moniteur d'atelier, qui est donc du coup dont l'organisme certificateur est la CPNE, du coup, rend l'entrée en formation pour les moniteurs d'atelier exclusivement au sein des ESAT et en entreprise adaptée. Aujourd'hui, les entreprises d'insertion par l'activité économique ne sont pas concernées, ne peuvent pas être pris en compte pour engager la formation moniteur d'atelier. Même si à terme, une fois diplômé, rien ne vous empêche effectivement de vous orienter vers différents secteurs parmi lesquels effectivement des moniteurs d'atelier seraient recherchés. Mais pour engager la formation, nécessairement vos stages devront s'effectuer en ESAT ou en entreprise adaptée. Alors, comprendre le diplôme. Le diplôme, c'est un diplôme basé sur les compétences professionnelles. Compétences professionnelles qui sont organisées en 3 blocs de formation. Le bloc 1, le bloc 2 et le bloc 3, c'est ainsi qu'ils sont intitulés et épelés dans le référentiel des compétences professionnelles. Donc, le bloc 1, on va être sur tout ce qui a trait à l'accompagnement des personnes accueillies dans l'atelier au sein d'une équipe pluriprofessionnelle. On a la dimension, effectivement, à la fois d'accompagnement, mais d'accompagnement inscrit dans une équipe pluriprofessionnelle. Autour du bloc 2, ça va être tous les contenus qui vont être liés à l'animation, l'organisation et la gestion de la production. Donc, du coup, tout ce qui va avoir trait à la partie, effectivement, productivité de votre atelier, en référence effectivement à des cahiers des charges spécifiques, en référence aux chiffres du coup que vous devez aussi produire dans le cadre effectivement de la production attendue par le marché, en tout cas que les ESAT auront eu auprès des partenaires économiques locaux. Le bloc 3, du coup, on va être sur la gestion, le développement des compétences individuelles et dans laquelle vous allez participer aussi à l'évaluation de ces compétences individuelles et professionnelles. Il va s'agir effectivement ici d'accompagner les travailleurs dans leur démarche professionnelle, y compris dans la montée en compétences pour celles et ceux qui le souhaiteraient. Donc voilà un peu sur les blocs. Cette formation, donc avant de venir un peu plus de manière détaillée sur les blocs de compétences et le type de contenu que vous pouvez y retrouver, alors qui ne sera pas exhaustif, mais qui donnera déjà un petit peu la couleur de cette formation. La formation moniteur d'atelier, donc c'est une formation qui se pratique sur 12 mois. Entre le jour de la rentrée et le jour de la certification, et ces 12 mois et 1 jour. Voilà, le dernier jour qui suit les 12 mois étant celui de la journée de certification. C'est une formation qui se réalise en alternance. Ça veut dire qu'effectivement, il y a un équilibre et un rythme régulier entre période en centre de formation et période sur le terrain professionnel, que ce soit sur le terrain employeur pour les personnes qui seraient salariées ou sur le stage long pour les personnes qui seraient donc demandeurs d'emploi ou en reconversion professionnelle. Cette formation, donc, du coup, elle se déroule sur une durée de 441 heures en centre de formation, auquel s'associe du coup un stage long de 1015 heures en ESAT ou en entreprise adaptée et un stage court de 105 heures en ESAT ou en entreprise adaptée. Ce stage court intervenant à peu près à mi-parcours de votre formation. Nécessairement et obligatoirement dans un autre lieu de stage que celui de votre stage long et de manière du coup et éventuellement de l'envisager sur un autre atelier que celui sur lequel vous êtes sur le stage long, afin de vraiment de découvrir un autre environnement professionnel et d'autres pratiques.
Si on rentre un petit peu plus dans les contenus, sans tous les détailler, parce que vous voyez qu'ils sont nombreux et encore, ils ne sont pas exhaustifs, mais ça vous donne à peu près une représentation, en tout cas, de ce qu'on peut y retrouver comme contenu. Le bloc 1, donc autour de l'accompagnement, hein, ça représente 168 heures de contenu. Le bloc 2 et le bloc 3, on est à 133 heures chacun. Auquel s'ajoute la journée de certification qui nous fait mener à 441 heures au total. Dans le bloc 1, vous allez effectivement, en tant que moniteur d'atelier, vous intégrer les métiers du travail social. Donc, qui dit travail social dans un environnement aussi auprès de personnes en situation de handicap. Et donc, du coup, avec nécessairement un certain nombre de contenus qui vont avoir trait à l'accompagnement. Donc, forcément, il y aura des éléments de contenu qui vous permettront d'avoir des connaissances et d'approfondir ou de découvrir ou consolider vos connaissances sur le handicap, l'ensemble des handicaps. Vous aurez aussi un certain nombre de contenus sur le cadre légal et législatif qui encadrent du coup les établissements sociaux et médico-sociaux que sont les ESAT notamment. Vous allez aussi avoir un certain nombre de contenus autour de l'accompagnement. Donc, qui dit accompagnement dit la relation de confiance, comment on instaure la relation, comment elle se travaille. Mais ça dit aussi quelque chose de votre posture professionnelle, dans les attitudes à avoir auprès des travailleurs. On ne peut pas faire l'économie de l'accompagnement sans aborder effectivement le travail en équipe, puisque du coup, vous ne travaillez pas seul, vous êtes au sein d'une équipe, donc auprès d'une équipe de moniteurs d'atelier, mais en lien avec d'autres professionnels qui peuvent être psychologues, éducateurs spécialisés, éducateurs techniques spécialisés, chargés d'insertion, chargés d'inclusion. Donc du coup, on abordera là dans le bloc 1 tous les cours relatifs à la communication et au travail en équipe, pour lesquels vous avez de toute façon aussi vous-même des éléments à apporter puisque vous avez votre expérience professionnelle. Et on sait bien que le travail en équipe et la communication est une compétence qui est très transversale à l'ensemble des métiers, quels qu'ils soient. On affinera aussi tout ce qui a trait à l'observation, comment on observe, quand on observe, comment on se positionne, à quoi va servir nos observations dans le cadre de l'accompagnement des travailleurs. Vous aurez aussi une journée à peu près sur la gestion des conflits et puis bien évidemment tout au long de la formation, on reviendra de manière régulière sur la méthodologie de projet. Alors au-delà de la méthodologie, c'est aussi qu'est-ce qu'un projet individualisé, puisque du coup les travailleurs ESAT signent un contrat d'aide de soutien par le travail auquel s'associe la démarche de projet personnalisé qui est rendue obligatoire par la loi de 2002. Donc voilà sur le bloc 1. Au niveau du bloc 1, si vous rentrez donc du coup en formation, à minima sur Saint-Brieuc ou Saint-Avé, ce sera moi l'intervenante, majoritairement avec quelques collègues auxquels je ferai appel. Mais en plus d'être coordinatrice régionale, je suis aussi formatrice référente des groupes de formation qui rentrent à Saint-Brieuc et à Saint-Avé. Pour les stagiaires qui rentreraient à Brest, donc du coup, c'est Vitesse qui porte ce cours, ces contenus du bloc 1. Et puis pour les collègues, pour les stagiaires qui rentreraient à Rennes, c'est Ascoria qui les mène, mais c'est mes collègues du coup formateurs à Rennes qui assurent les contenus de cours sur lesquels je peux éventuellement intervenir en cas de besoin, mais c'est majoritairement des collègues de Rennes qui interviendront. Et moi, je resterai effectivement sur la coordination régionale pour Brest et Rennes en plus. Pour le bloc 2, du coup, il est porté par l'AFPA. Quel que soit le centre de formation, c'est l'AFPA qui met en œuvre ces contenus du bloc 2. Et donc là, du coup, on est autour de la gestion de la production. Ça veut dire quoi? Ça veut dire la place du moniteur d'atelier dans la relation avec les clients et les fournisseurs. Ça va être effectivement toutes les démarches effectivement, autour des notions de marché. Alors même si effectivement, selon les ESAT, l'organisation peut être différente et les missions qui sont demandées au moniteur d'atelier peuvent être variables. C'est-à-dire que dans certains ESAT, vous pourrez effectivement vous-même être en situation de répondre à certains marchés. Dans d'autres ESAT, ça passera effectivement par un responsable d'atelier qui aura en charge de cette activité-là. Mais il n'empêche que vous devez avoir quelques informations sur la manière dont ça se passe. Vous aurez des contenus de cours aussi sur la dimension des bons de commande, les factures, les bons de livraison, la dimension qualité, la dimension des règles d'hygiène et de sécurité, avec notamment la passation du PRAP, qui est donc la prévention des risques des activités physiques, qui se fait sur 2 jours du coup, au cours de la formation.
Donc, vous sortez certifié PRAP, en tout cas, à l'issue de la formation moniteur d'atelier. Vous avez des contenus aussi sur tout ce qui a trait au travail, puisqu'on rejoint la dimension de la production. Donc, avec aussi toute la question autour de la gestion de la production et des outils qui facilitent cette organisation-là. Et dans la production, on retrouve aussi du coup la dimension du moniteur d'atelier en tant que chef d'équipe qui doit répartir les activités auprès des travailleurs, organiser du coup l'activité de manière à ce qu'à l'issue de la journée, eh bien, les objectifs aient été atteints au regard de ce qui vous a été donné effectivement pour la journée, ou parfois effectivement les objectifs sont plutôt à la semaine. Autour du bloc 3, donc, qui est le dernier bloc de cette formation, on est sur le développement des compétences professionnelles. Donc, c'est tout ce qui a trait au repérage des besoins des travailleurs dans une dimension de projet de formation. Vers quoi les travailleurs, du coup, donc que vous accompagnerez, souhaitent s'orienter dans une démarche de professionnalisation. Puisque au sein des ESAT, les travailleurs en situation de handicap bénéficient des mêmes droits que les salariés, au moins en tout cas au niveau du CPF. Donc chacun effectivement a son propre CPF qu'il peut activer pour des formations qui répondraient à des besoins personnels. Et puis du coup, ils peuvent accéder effectivement aussi à des formations de type individuel ou collective relatives à leur activité professionnelle qui s'inscrit dans les plans de formation de l'entreprise. Et donc, c'est au moniteur d'atelier de faire remonter ces besoins en formation. À la fois les besoins en formation à l'échelle d'un atelier, donc, qui pourrait concerner effectivement les formations de type obligatoire, mais aussi les formations plus individuelles que un travailleur souhaiterait engager, y compris jusqu'à une reconnaissance des acquis et de l'expérience, donc ce qu'on appelle les RAE, qui peuvent aussi aller jusqu'à des VAE, du coup, pour certains travailleurs. Là aussi, la démarche d'accompagnement dans le développement des compétences professionnelles, elle peut viser effectivement une orientation ou une réorientation vers le milieu ordinaire si la personne le souhaite ou si c'est son projet. Mais ça peut être aussi une reconnaissance des acquis pour être valorisé tout simplement dans son activité quotidienne avec un souhait de rester au sein des ESAT, du coup, sans forcément viser le milieu ordinaire de travail. Donc, les contenus, les exemples de contenus que vous pouvez avoir, du coup, on va être effectivement sur la réglementation liée à la formation continue, la loi Avenir professionnel, mais aussi tout ce qui est autour des processus de l'acte d'apprendre, avec un certain nombre de contenus ici sur les pédagogies, comment on permet à un travailleur de monter en compétences, notamment par le biais de séquences d'apprentissage, par exemple. Comment cet apprentissage il se construit, comment il se décortique, de manière à ce qu'il soit bien compris par le travailleur et que le travailleur puisse être en capacité de le mettre en œuvre. Donc voilà un petit peu sans rentrer plus dans les détails, du coup, sur ce qui peut être abordé dans le bloc 3. Et puis la dernière journée, donc, du coup, en centre de formation, c'est la journée de la certification, donc la journée de 12 mois plus 1, plus J1. Donc là où vous vous présentez devant un jury constitué de 3 professionnels et auprès duquel du coup vous exposez du coup votre pratique professionnelle en ayant appui en fait à un écrit que vous aurez préalablement rédigé. Est-ce que ça va pour le moment? Oui. Oui, je continue. Oui. N'hésitez pas à m'interrompre. Donc voilà, là je vais passer assez vite sur ces vignettes-là. C'est les compétences qu'on retrouve dans le bloc 1. Donc là, on a détaillé tout à l'heure les contenus, les quelques items de contenu que vous pouvez retrouver qui visent à travailler finalement les contenus dispensés précédemment, visent à travailler ces compétences-là professionnelles. Donc on voit bien que sur le bloc 1, on va être sur la dimension de l'accueil, de la relation, de l'élaboration du projet personnalisé et du travail en équipe. Sur le bloc 2, les contenus de cours vont vous permettre d'acquérir les compétences autour de l'animation d'équipe, la sécurité des personnes, la gestion de la production, mais aussi les liens avec les fournisseurs et les clients, ainsi que la répartition des activités pour rendre accessibles les postes de travail en fonction des difficultés des travailleurs. Et puis, les compétences du bloc 3, donc les contenus que je viens de détailler, viendront du coup étayer ces compétences, en tout cas viser ces compétences qui sont la mise en œuvre de formations internes, c'est-à-dire comment on fait monter en apprentissage des travailleurs sur certains postes, l'accompagnement des personnes dans l'acquisition des compétences professionnelles,
Et puis, l'évaluation et l'identification des besoins en formation. Alors, c'est un jargon professionnel avec pas mal de vocabulaire qui a trait effectivement à la pédagogie, au travail social. Donc, n'ayez pas crainte. Du coup, au fil de l'eau et au fil des 12 mois, c'est un vocabulaire qui, après, du coup, vous parlera et qui sera un peu moins peut-être incompris, enfin, il sera mieux compris en tout cas, et avec lequel vous aurez beaucoup plus d'aisance. L'alternance, ça se passe comment? Comme je l'évoquais tout à l'heure, on va être sur 2 stages. Donc, 2 stages à réaliser en ESAT ou en entreprise adaptée. Le stage majoritaire, qui est le stage long, qui fait 1015 heures de stage, donc à raison de 35 heures par semaine. Donc, soit sur son terrain employeur pour les personnes qui seraient salariées, soit dans une structure d'accueil de type ESAT ou EA, donc pour les stagiaires de la formation professionnelle continue. Et puis, auquel ça va s'adosser un stage plus court, donc de 105 heures, donc soit 3 semaines, puisque du coup, on est sur des semaines on est toujours sur des semaines de 35 heures. Donc, 3 semaines de stage court pour vous permettre de découvrir un autre type d'établissement, mais là aussi, encore nécessairement en ESAT ou en entreprise adaptée. Hors employeur ou hors stage long, en tout cas, pour du coup, ce stage court. Au niveau des contenus pédagogiques, la manière dont les contenus vous sont apportés par les formateurs en centre de formation, que ce soit Ascoria, l'ITES ou AFPA. Donc tout à l'heure, je vous ai dit aussi qu'effectivement, c'était Ascoria et l'ITES qui portaient les cours du bloc 1, c'est donc l'AFPA qui portait les cours du bloc 2. Et pour le bloc 3, je ne vous l'ai pas dit, mais les cours du bloc 3 sont assurés pour moitié par l'AFPA et pour moitié par Ascoria ou l'ITES. Voilà un petit peu comment la répartition se fait. Au niveau des modalités pédagogiques, on va être essentiellement sur du coup de l'apport de contenu, mais au regard de vos expériences professionnelles et au regard de vos expériences et de vos besoins. C'est-à-dire qu'effectivement, on va viser à enrichir vos connaissances, à développer des connaissances ou à les consolider, en vue effectivement de monter en compétences, bien sûr, sur la formation. Donc, les séquences, effectivement, elles vont être portées sur des éléments de contenu, donc apportés par les formateurs, mais en lien avec ce que vous-même, vous allez pouvoir apporter au sein de la formation. Généralement, la manière dont je me présente, moi, en tout cas, la manière dont j'envisage les choses avec les stagiaires moniteurs d'atelier, c'est un peu l'auberge espagnole. C'est-à-dire qu'en fait, si vous amenez rien, je vais pas pouvoir emmener grand-chose, puisque l'idée, c'est bien de partir de là où vous en êtes, vous, ce sur quoi vous voulez aller. Bien sûr qu'on a en tête, en tant que formateur, les compétences vers lesquelles il faut qu'on vous accompagne. Donc ça, c'est la visée vers laquelle, effectivement, et qu'on a toujours en tête. Mais elle se fait au regard et au fil de l'eau en fonction de ce que vous amenez aussi sur le terrain, que dans les situations professionnelles que vous ramenez du terrain et que vous partagez en groupe, de manière à ce qu'on puisse en échanger. Et après, effectivement, le formateur vient alimenter un certain nombre de contenus de manière à permettre l'élaboration et la réflexion collective. Donc les contenus, ils sont relatifs. Les journées de formation sur ces groupes-là, en plus, on a la possibilité de le faire puisque du coup, ce sont des groupes restreints. La formation moniteur d'atelier, c'est un groupe de maximum 16 personnes. Donc ça laisse toute la latitude aussi pour justement être sur des modalités avec beaucoup d'interaction entre les formateurs et les stagiaires. Donc on est vraiment sur une modalité en tout cas très interactive. Bien sûr qu'il y aura sur des contenus un peu juridiques, un peu plus de descendants, voilà. Mais sur beaucoup d'autres contenus, on sera vraiment sur des modalités réciproques de partage et d'échange. Pour les personnes qui sont en cours d'emploi, donc c'est le lieu de l'emploi, ESAT ou EA, qui va faire l'office d'expérience de terrain, donc qui va remplacer le stage long pour les personnes qui seraient en reconversion ou demandeurs d'emploi. Alors, cette formation, une fois que vous l'avez menée, comment elle se valide? En fait, la délivrance du titre de moniteur d'atelier, elle se fait par la CPNE, donc la Commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle, qui est l'organisme de certification, et donc qui a demandé effectivement cet organisme de certification, du coup, lors de la mise en place de la formation moniteur d'atelier sur la région Bretagne, a demandé à Ascoria d'en être le pilote régional.
Mais c'est la CPNE qui organise aussi les contenus de formation, c'est-à-dire que du coup, le programme de formation qui vous est proposé est pensé par la CPNE, donc sur lequel on a peu de marge de manœuvre, si ce n'est effectivement de faire remonter en fait, au fil des années et des bilans quelques ajustements. Donc du coup, là, ça sera en cours, hein. On a notamment une réunion régionale de la CPNE prochainement, dans laquelle effectivement on espère pouvoir faire évoluer peut-être certains contenus en lien avec la CPNE et en accord avec eux. Mais en tout cas, c'est la CPNE aussi qui pose le cadre légal et réglementaire de la certification. Par quoi ça passe? C'est une évaluation des compétences, donc qui se fait sur la base de deux aspects. Tout d'abord, vous avez au fil de votre formation, donc sur les 12 mois, on vous accompagne dans la rédaction d'un écrit support d'une quarantaine de pages qui porte sur les compétences professionnelles des blocs dont on vient de faire le détail. Cet écrit, du coup, support, n'est pas évalué en lui-même. Il est un support à l'évaluation orale qui est un entretien de 75 minutes, découpé en 10-15 minutes de présentation par le candidat, donc, au sein duquel il présente son parcours, ses activités au sein de son établissement, suivi de 60 minutes d'échange, sachant que vous êtes 75 minutes maximum dans la salle avec le jury. Donc, du coup, voilà, 60 minutes d'échange après, où le jury vient, du coup, mettre en exergue des compétences qui n'auraient pas forcément été suffisamment explicites au niveau de l'écrit. C'est-à-dire que sur cette certification-là, on est bien sur des compétences attendues. Et donc, les compétences qui ne seraient pas suffisamment mises en valeur dans l'écrit, du coup, le jury a l'obligation d'aller les interroger à l'oral. Et donc, de manière à ce que vous soyez en capacité de pouvoir déplier votre pratique professionnelle et l'expliciter, eh bien, du coup, ça suppose effectivement d'avoir suffisamment de temps pour le faire. D'où le fait effectivement d'avoir un entretien relativement long qui permet justement, qui vous permet à loisir de développer votre pensée et de développer votre pratique professionnelle face au jury. Donc, les 60 minutes, en fait, elles se répartissent d'échange avec le jury. Une fois que votre présentation est faite, elles se répartissent sur les 3 compétences. Donc, le jury vient balayer les 3 compétences professionnelles que l'on vient de détailler tout à l'heure. Au niveau du jury, la constitution du jury, elle est de 3 personnes. Vous avez face à vous un représentant formateur, un représentant de la direction, qui peut être directeur, directeur adjoint ou chef de service d'un ESAT ou d'une entreprise adaptée, et un représentant métier, donc du coup, qui peut être moniteur d'atelier ou éducateur technique spécialisé. Cette certification, elle est préparée tout au long de la formation en lien avec vos formateurs et vos formateurs référents. Et donc, du coup, l'écrit, du coup, se fait vraiment au fil de l'eau, de manière à ce que vous soyez effectivement en capacité de le déposer 3 semaines avant la certification, l'oral de certification. On a vu la manière dont est validée la formation. Maintenant, sur la manière dont effectivement vous rentrez en formation, donc ça ne s'appelle pas une sélection, hein, c'est le terme de la CPNE est un positionnement. Donc ce positionnement, il est valable pour les salariés, effectivement, mais aussi pour les demandeurs d'emploi ou les personnes en reconversion professionnelle. Qu'est-ce qu'on vient vérifier finalement? On vient finalement vérifier les prérequis en matière d'écrit notamment et de bureautique. Le métier de moniteur d'atelier est un métier donc, du coup, qui est inscrit dans le champ du travail social au sein d'une équipe pluriprofessionnelle, donc avec effectivement un ensemble d'outils de communication qu'il faut savoir utiliser, mais aussi, vous l'avez vu, des écrits professionnels à produire, un écrit notamment à faire, mais aussi des écrits sur le terrain, puisqu'on vous demande effectivement de rendre compte de votre pratique aussi sur le terrain et de l'accompagnement qui est mis en place à travers différents outils. Donc, ça nécessite effectivement d'avoir effectivement en tout cas une aisance, sans être une aisance non plus totale, mais en tout cas être à l'aise en tout cas au niveau de la bureautique et de l'utilisation des ordinateurs et des écrits sur ordinateur. Les 3 tests écrits de positionnement, du coup, ils consistent, en tout cas pour le moment, les tests qui sont encore en place, ces derniers peuvent évoluer aussi et peuvent être amenés à évoluer et à changer. Pour le moment, en tout cas,
à l'heure où je vous parle et pour les positionnements à venir, là, sur le mois de janvier et février, on est sur, au niveau du premier test, d'une durée de 90 minutes, on est sur la réalisation d'un écrit qui se fait à partir d'une photo. Et donc, du coup, on oriente votre écrit en vous posant quelques questions sur la photo auxquelles vous devez répondre. Donc, on est là sur des capacités de rédaction. Le test B, on est sur la communication écrite en situation professionnelle, c'est-à-dire qu'on vous invite à balayer un petit peu les différents outils que vous avez pu utiliser dans votre pratique, soit au cours du stage de 70 heures que vous avez mené en ESAT, pour ceux qui seraient demandeurs d'emploi ou en reconversion professionnelle, et en tout cas de lister un petit peu les différents outils du travail en équipe que vous avez pu côtoyer. Et le test C, c'est une auto-évaluation informatique. Donc, vous avez en gros un certain nombre de questions très concrètes qui vous sont posées sur l'outil informatique et auxquelles vous répondez. Le test A est de 90 minutes, à l'issue duquel on s'enchaîne le test B et C, d'une durée pour les deux de 20 minutes. Donc, du coup, voilà, au total, vous êtes 110 minutes. Du coup, il y a 110 minutes de test de positionnement. Sur cette journée de positionnement, donc le matin sont réservés aux tests écrits. L'après-midi, vous êtes reçus dans le cadre d'un entretien de positionnement de 30 minutes avec un jury, donc une personne jury en face de vous. C'est un entretien de motivation et de positionnement qui est réalisé là. En fait, on vient vérifier votre motivation à entrer en formation de moniteur d'atelier. On revient tout simplement dans le cadre d'un échange, du coup, sur ce qui vous a conduit à faire ce choix-là. Qu'est-ce qui vous anime en tout cas dans cette formation, qu'est-ce qui vous intéresse, et puis on s'appuie également aussi sur les tests écrits du matin, à partir desquels effectivement le jury vient échanger avec vous autour de cela. Donc voilà un petit peu sur les positionnements. De la même façon, pour les demandeurs d'emploi ou les personnes en reconversion professionnelle, vous passez les mêmes tests, bien évidemment, et le même entretien de motivation de 30 minutes, mais pour lequel aussi il vous sera demandé effectivement de justifier d'une expérience d'au moins 70 heures attestée par une évaluation de l'établissement d'accueil, donc ESAT ou entreprise adaptée. Aujourd'hui, les ESAT et les entreprises adaptées sont habitués à accueillir des personnes en stage pour ces 70 heures de préalable à l'entrée en formation. En fait, le double avantage, c'est que ça vous permet de à la fois vérifier votre projet professionnel, d'être immergé aussi dans l'environnement d'un ESAT ou d'une entreprise adaptée, donc auprès d'un public spécifique en situation de handicap. Et puis déjà de côtoyer un peu d'autres moniteurs d'atelier, d'échanger avec eux et de découvrir un peu cet environnement professionnel-là. Donc, du coup, ces 70 heures pour les personnes qui sont demandeurs d'emploi ou en reconversion devront automatiquement être réalisées avant l'entrée en formation, quel qu'il soit. C'est obligatoire ou c'est fortement recommandé? C'est obligatoire. D'accord. J'arrive à la fin du coup de la présentation, donc on va pouvoir passer après à vos questions, bien évidemment. Pour vous donner donc du coup les ouvertures prochaines des sessions de formation moniteur d'atelier, donc je n'ai mis pour le moment que les ouvertures de mars 2022 pour Saint-Avé et pour Saint-Brieuc. Bien évidemment, il y aura d'autres rentrées en formation, notamment sur Rennes en octobre 2022 et sur Brest au mois de novembre ou décembre 2022, puisque du coup, on est sur un rythme de 4 rentrées par an sur l'ensemble de la région Bretagne. Donc voilà, donc les deux prochaines rentrées, Saint-Avé, effectivement, on est sur le 7 mars avec un positionnement le 27 janvier. Saint-Brieuc, on est sur le 21 mars avec un positionnement au 14 février donc, prochain. Donc voilà un petit peu tout pour cette présentation et sur le parcours complet donc, du coup, de la formation moniteur d'atelier qui est en présentiel, donc c'est majoritairement du présentiel. Et à la marge, vous pouvez avoir quelques journées distancielles. Comme là, on a dû mettre en place actuellement là, sur cette période de janvier un petit peu. Pour certaines journées, du fait du contexte sanitaire aussi, il y a une adaptation qui se met en place. Mais dans tous les cas, effectivement, même si vous deviez être en distanciel sur 1 ou 2 journées, voire 3, les contenus sont construits comme tels. Donc voilà, ce sont des contenus qui sont organisés de type, en type FOAD, formation à distance, pour effectivement pallier justement parfois à certaines situations. Au niveau des financements, les options de financement, puisque c'est toujours un petit peu la question lorsqu'on est dans le cadre d'un projet,
de reconversion notamment. Donc, pour les salariés, alors effectivement, différents financements possibles dans le cadre du plan de développement des compétences de l'entreprise, via les OPCO, mais aussi dans le cadre d'un CPF, de transition notamment, ou effectivement un plan de formation de l'entreprise si effectivement vous êtes salarié déjà en fonction de MA. Et il peut y avoir effectivement un financement qui soit personnel en complément. Pour les demandeurs d'emploi ou les personnes en reconversion professionnelle, on a effectivement également le CPF, le financement personnel complémentaire, et on a effectivement la formation moniteur d'atelier, elle est ouverte à Qualif Emploi, ce qu'on appelle le chèque région, qui permet effectivement de faire une demande auprès de la région Bretagne et de se voir effectivement proposer un financement partiel par rapport effectivement au coût de la formation, qui peut représenter quand même parfois jusqu'à 2/3 de la formation en elle-même. Donc voilà un petit peu sur les questions de financement, sur les grandes lignes un petit peu que l'on retrouve par rapport à ça. Au niveau des coordonnées, si vous aviez besoin de revenir vers nous, je vais laisser un peu la vignette en ligne là pour que vous puissiez éventuellement noter l'adresse mail que vous allez pouvoir retrouver aussi sur le site d'Ascoria. Donc, la secrétaire de formation, c'est Virginie Chopin. Et donc, moi, coordinatrice régionale, donc du coup, Anne-Sophie Besneville. Donc, voilà, vous pouvez ne pas hésiter à nous envoyer un mail auquel on répondra du coup dès que possible pour vous apporter les questions, les réponses à vos questions complémentaires. Voilà pour la présentation de la formation, en tout cas moniteur d'atelier. Je vous propose déjà, est-ce que ça vous a éclairé un petit peu et puis de répondre aux questions qui pourraient se poser du coup maintenant. Moi, j'aurais une petite question. J'aurais voulu savoir du coup le coût de la formation, s'il vous plaît. Oui, alors au niveau du coût, alors les devis sont spécifiques en fonction effectivement des situations. Donc du coup, le tarif n'est pas le même pour des personnes qui seraient déjà salariées de leur entreprise en ESAT ou en EA et pour lequel effectivement ça passerait par l'entreprise. On est à peu près, pour les personnes qui sont en reconversion professionnelle, on est autour de 5 200, 5 400 euros. Globalement, après, je n'ai pas le détail précis, mais on est entre 5 200 et 5 400 jusqu'à présent pour la formation. Ok, merci. Peut-être on peut faire un petit tour, alors non pas de table, mais d'écran, pour que vous puissiez peut-être vous présenter et puis dire où vous en êtes dans votre projet. En fait, est-ce que vous êtes au tout début? Est-ce que pour certains, effectivement, vous êtes bien avancé dans la réflexion? Oui. Bonjour. Bonjour. Christian Chauvière. Oui, moi je suis assez avancé dans ma réflexion parce que j'ai même trouvé un contrat à durée déterminée. J'effectue un remplacement de moniteur d'atelier à l'ESAT de l'Oudéac jusqu'à fin janvier. Donc à l'ESAT de l'Oudéac, c'est ça? Voilà, à l'atelier cartonnage depuis le début décembre. D'accord. Donc voilà, ça m'a permis de conforter mon orientation. Là. Je suis demandeur d'emploi. D'accord. Voilà. Donc du coup, votre remplacement, vous dites que ça fait 4 mois, c'est ça? Non, c'est depuis début décembre. Depuis début décembre, pardon. Voilà. D'accord. Jusqu'à fin janvier. D'accord. Et à ce propos, le contrat de travail peut faire office de stage. Oui, alors là, pour le coup, je pense qu'il faut faire valider vos 70 heures faut éventuellement demander au terrain de vous faire une attestation comme quoi vous avez effectué 70 heures. Oui. Normalement, ça ne devrait pas poser de problème. Je pense que effectivement. Après, oui, ils auront à voir après de leur côté comment ils font effectivement l'attestation, mais de toute façon, ça équivaut à l'expérience professionnelle, qu'elle soit comme ça dans le cas d'un remplacement ou en stage. L'important pour la CPNE, c'est qu'il y ait 70 heures de réaliser dans cet environnement ESAT en tant que moniteur d'atelier. Donc, effectivement, donc là, oui, je pense que vous ne devriez pas avoir de difficulté pour avoir une attestation de 70 heures. Ok, merci. Et donc, du coup, ce serait pour une rentrée sur Saint-Brieuc?
Oui, bah oui, oui, Ouais. si c'est possible. Donc, est-ce que vous avez renvoyé votre dossier d'inscription, des choses comme ça ou pas déjà? Non, non, j'ai quasiment fini de le remplir. D'accord. Ok. Je Bah, de toute pourrais façon, l'envoyer. je vous invite effectivement à ce moment-là récupérer l'attestation. Et puis, même si l'attestation venait un peu plus tard, effectivement, de renvoyer le dossier d'inscription, le cas échéant, quoi. Très bien. Après, si jamais votre stage, enfin votre remplacement s'arrête fin janvier, libre à vous aussi de rechercher un autre ESAT éventuellement pour découvrir un autre ESAT et profiter de ces 70 heures nécessaires pour découvrir un autre environnement. Oui, oui, oui. Qui peut Mais le plus, qui peut le plus, j'ai peut le moins. déjà, Donc, j'ai déjà effectué aussi en juin un stage à l'ESAT de Ploufragan, à la d'accord, au blanchisserie. Châtelet. Oui, oui, D'accord. voilà. Ok. Oui, c'est une démarche qui s'inscrit dans la Qui est durée. déjà bien mûri, quoi. Voilà, Ok. très bien. Ben, Je vous merci. remercie. Quelqu'un Bonjour. d'autre? Oui, je veux bien. Oui. Vous m'entendez? Oui, très bien. Du coup, moi, je suis en reconversion professionnelle, Jérémy de Rennes. Je viens vers vous parce qu'en fait, moi, je passe par un dossier de transition pro. D'accord. Et l'admission à Rennes, je ne sais pas la date d'admission. Alors, à Rennes, ce sera en octobre 2022. À peu près vers la mi-octobre. J'ai pas la date encore la date n'est pas encore arrêtée au niveau de la rentrée puisque il va falloir qu'on travaille le calendrier là au mois de mars. Mais on sera de toute façon là cette année la rentrée s'est faite le 18 octobre. Généralement on est à une semaine avant ou une semaine après. Vous voyez, donc ce sera dans cette période-là. D'accord. Et pour les tests de positionnement, Eh bien, les tests il de n'y a pas de date? positionnement, on sera à peu près sur le même delta que là que pour les formations. Donc, généralement, on essaye, suite au dernier décret qui est sorti en août par Pôle emploi, de manière à ce que Pôle emploi puisse abonder aussi votre CPF ou votre financement. Du coup, il a fallu qu'on ajuste nos positionnements et qu'on les avance de quelques semaines pour vous permettre d'avoir la réponse dans les délais, de manière à ce que Pôle emploi puisse abonder. Donc, on est à peu près sur 5 semaines avant. Donc, j'ai envie de vous dire, première quinzaine de septembre, dernière semaine d'août, première semaine de septembre, peut-être au niveau des positionnements, ça devrait se jouer à peu près dans cette période-là, quoi. Et les tests de positionnement, on peut être recalé aux tests de positionnement ou c'est juste Alors, les tests de informatique pour vous? positionnement, en fait, donc du coup, alors c'est pas une sélection, hein, c'est vraiment effectivement, on est là pour vérifier le parcours de formation et le projet de formation. En fait, il peut y avoir une liste d'attente qui est mise en place en fonction du nombre de candidats qui se présentent par rapport au nombre de places qu'il y a. Donc voilà. Après, à titre d'information, on est sur donc des formations qui font 16 participants, d'accord? Chaque groupe est constitué au maximum de 16 stagiaires. Cette année, pour donner l'exemple de Rennes, la promo qui vient de rentrer en octobre, on était à 12 stagiaires. Voilà. Donc, du coup, généralement, donc, tout le monde est rentré parce qu'en plus, alors non pas parce qu'il y avait de la place, mais parce que les profils, effectivement, des candidats qui se sont présentés, du coup, ont largement motivé du coup, leur entrée en formation au regard des expériences et de leur projet de formation qui était construit et réfléchi en amont. Donc, voilà. Donc, j'ai peu d'expérience de personnes qui ne soient pas rentrées, ou alors c'est parce qu'effectivement, il peut y avoir des difficultés assez importantes sur le registre de l'informatique et de la bureautique, et que les personnes en elles-mêmes, de toute façon, ont préféré parfois faire un perfectionnement sur cet outil-là pour revenir mieux aussi derrière dans la formation. Donc voilà, en tout cas, dans l'expérience que j'ai, il n'y a pas eu de nombreux refus sur des rentrées suite à des positionnements. Et on peut faire le stage en entreprise adaptée, car j'ai appelé, on m'a dit que c'était obligatoire de faire le stage en ESAT. Alors, une fois entré en formation, vous pourrez être en ESAT ou en entreprise adaptée. Pour le stage de 70 heures, il est obligatoire. Après, il est préférable de le faire en ESAT. Alors après, quand je vous dis ça, et à la fois, l'idée, c'est que généralement, les structures sont constituées d'ESAT et d'entreprises adaptées. Elles portent l'ensemble, elles portent les deux. Donc après, rien n'empêche effectivement que sur les 70 heures, vous alliez découvrir aussi l'environnement d'une entreprise adaptée au sein de la même association.
D'accord. Maintenant, effectivement, du coup, de manière à être vraiment immergé effectivement dans le métier de moniteur d'atelier, vaut mieux privilégier effectivement dans ces cas-là le côté exact pour découvrir le métier dans ces 70 heures. Ok, merci. D'accord. Voilà. Mais généralement, les associations porteuses d'ESAT ont aussi du coup des ateliers en entreprise adaptée, pas toutes, mais certaines en ont un. Et auquel cas, ça vous permet quand même de pouvoir découvrir cette. Après, la différence, ESAT, entreprise adaptée, elle se situe à quel niveau? Alors là, je rentre un peu plus dans les détails, mais sur la partie ESAT, ce sont des personnes donc, qui sont en situation de handicap, reconnues en qualité de travailleurs handicapés, qui dépendent de la loi de 2002. Donc, ce sont des ESAT, ce sont des établissements sociaux et médico-sociaux. Donc, ça veut dire que les personnes qui y rentrent sont considérées comme des usagers. Et donc, du coup, rentrent dans le cadre de la loi 2002 et donc, du coup, bénéficient à ce titre-là obligatoirement, ils doivent obligatoirement leur être proposé un accompagnement via un projet personnalisé. Pour les personnes qui sont en entreprise adaptée, ce sont des salariés. Donc, comme tout salarié, en fait, il n'y a pas de projet personnalisé pour elles. On n'est pas, c'est la même chose que tout salarié, c'est-à-dire qu'ils ont des entretiens annuels d'activité faits par un responsable hiérarchique, mais ils sont considérés comme étant salariés et non usagers. Il y a moins d'accompagnement. La nuance, elle se situe là. Donc forcément, le travail de moniteur d'atelier auprès d'une entreprise dans une entreprise adaptée ou dans un ESAT peut aussi varier dans l'accompagnement. Donc du coup, c'est pour ça qu'en fait, il est plutôt conseillé de faire les 70 heures au sein d'un ESAT pour vraiment du coup mesurer aussi tout le registre de l'accompagnement qui concerne le métier de moniteur d'atelier. Là, j'ai déjà 70 heures de prévues en ESAT. Même avec la pandémie, c'est compliqué quand même. Bah oui, c'est sûr que c'est pas simple. Il faut persévérer, ça, mais c'est pas simple, effectivement. Voilà. Merci en tout cas. Pas de rien. Merci à vous. Quelqu'un d'autre? Oui, moi je ne sais pas si on m'entend du coup. Oui, très bien. Du coup, moi pour me présenter, je suis salariée dans une industrie, donc un métier qui n'a rien à voir avec les métiers dans le social. D'accord. Moi, je me posais la question, voilà, c'est le tout début de ma réflexion sur ce projet. Concrètement, moi, ce qui m'intéresse de savoir, c'est, voilà, pour une reconversion, c'est savoir qu'est-ce que vous entendez par plan de développement, OCPE, comment ça se passe, parce qu'en étant salarié, bon, voilà, on a quand même des impératifs au niveau de notre contrat. Donc voilà, moi, c'est vraiment toute cette organisation-là, à savoir, est-ce que c'est un congé de formation? Enfin voilà, j'aimerais avoir des détails là-dessus, s'il vous plaît. Oui. Alors, je vais pas pouvoir rentrer dans le détail parce que effectivement, du coup, c'est tellement spécifique selon les situations individuelles. Ce que je peux vous dire, c'est qu'en tant que salarié, vous pouvez effectivement soit faire comme Jérémy, alors je me permets de vous appeler par votre prénom parce que c'est votre prénom qui apparaît, soit effectivement vous intégrez une démarche de CPF transition professionnelle, c'est-à-dire que vous faites une demande auprès de votre employeur pour que éventuellement ça puisse aussi être abondé par l'employeur, c'est-à-dire que vous allez mobiliser votre CPF et vous allez peut-être aussi pouvoir le demander avec un abondement de l'employeur et auprès du FONGECIF ou auprès de l'OPCO qui vous concerne par rapport à la branche dans laquelle vous êtes. Et dans ces cas-là, effectivement, ça s'appelle le CPF transition professionnelle. Ça veut dire qu'en gros, vous activez votre CPF pour une démarche de reconversion professionnelle, pour faire un autre métier. Okay. Dans ces cas-là, le CPF transition professionnelle, Jérémy peut-être pourra préciser ce qu'il est dedans, mais vous devez passer par la constitution d'un dossier qui est assez conséquent, dans lequel en fait vous devez rendre compte en gros de votre motivation et de ce qui vous anime à changer de métier, avec un certain nombre d'axes du coup que vous avez à renseigner. Ce dossier CPF Transition Pro, donc du coup moi je vous invite, si vous rentrez dans cette démarche-là, à vous rapprocher de votre OPCO pour rencontrer un conseiller en évolution professionnelle. D'autant que le conseiller en évolution professionnelle vous permettra d'acquérir des points supplémentaires dans votre dossier. Enfin, voilà, en tout cas, ça viendra appuyer votre dossier.
Et ce conseiller en évolution professionnelle est vraiment la personne compétente pour venir rentrer dans les détails dans lesquels moi, je ne vais pas pouvoir aller avec vous. Parce que la situation, il faut la traiter de manière vraiment individuelle. En tout cas, la personne ressource, si c'est le CPF Transition Pro, personne ressource, c'est le conseiller, un conseiller en évolution professionnelle. Moi, je vous invite à vous rapprocher des ressources humaines de votre entreprise qui va pouvoir vous donner l'OPCO auquel il est rattaché et les coordonnées des conseillers évolution professionnelle vers lesquels vous allez pouvoir vous orienter. Donc là, ça, c'est l'employeur qui peut vous donner ces informations-là pour engager votre projet. Après, il peut y avoir à ce CPF Transition Pro, donc du coup, votre dossier, dans ces cas-là, vous avez une date butoir pour le déposer. Vous avez une partie à renseigner aussi par le centre de formation. Et ensuite, du coup, vous avez la réponse de son financement. Soit il est financé en totalité, soit il est financé partiellement. Et dans ces cas-là, vous pouvez aussi activer votre CPF, complété par votre CPF et l'argent que vous avez sur votre CPF. Et éventuellement compléter en plus par du coup un financement personnel complémentaire pour éventuellement le reste à charge qui ne serait pas pris en compte. Voilà un petit peu la démarche lorsqu'on est salarié. Mais peut-être moi, j'ai réalisé vous pouvez un bilan de compléter compétences avant. Comment? J'ai réalisé un bilan de compétences. D'accord. Juste avant. Après, j'ai été voir ma conseillère en évolution professionnelle qui m'a donné les conventions de stage pour pouvoir réaliser en ESAT des stages de 35 heures x 2. D'accord. Parce qu'en fait, apparemment, pour le dossier Transition Pro, il faut vraiment qu'il soit carré. Il faut que le dossier soit structuré par quelqu'un qui… un bilan de compétences, c'est mieux. Il conseille d'avoir un bilan de compétences quand même pour être sûr de notre choix, quoi. D'accord. Merci. Après, donc le bilan de compétences, effectivement, il peut être conseillé. Il n'est pas obligatoire, par contre. Voilà. Donc, voilà. Mais il est conseillé, en tout cas, à défaut d'un bilan de compétences, c'est vraiment de mûrir son projet et de le confronter, notamment. Alors, effectivement, si vous pouvez faire des stages, tant mieux. Si ce n'est pas possible, parce qu'il y a l'activité professionnelle qui est là, dans ces cas-là, d'aller à la rencontre d'autres moniteurs d'atelier. De ne pas hésiter à contacter des ESAT pour demander éventuellement à rencontrer des moniteurs d'atelier avec lesquels vous allez échanger de leur métier. Puisque tous ces éléments-là vont venir vous aider à constituer votre dossier Transition Pro. Elles vont vous donner de la matière en tout cas. Voilà, dans votre dossier Transition Pro, dire aussi que vous avez assisté à des informations collectives sur le métier, ça compte. Voilà, toute démarche entreprise qui montre du coup une démarche réelle d'engagement dans ce projet vous permettra de consolider votre projet, votre dossier. Très bien, merci beaucoup. Voilà. Quelqu'un d'autre? Oui, moi c'est Alexandre, du coup. Bonsoir. Aussi, je suis employé dans une entreprise métallurgique. D'accord. J'ai réalisé un bilan de compétences. C'était la condition pour pouvoir quitter l'entreprise avec une rupture conventionnelle. D'accord, ok. Donc là, je quitte l'entreprise le 15 février. J'ai réalisé un bilan de compétences qui m'oriente vers des métiers de soit éducateur technique ou moniteur d'atelier. D'accord, ok. Donc je me suis déjà inscrit en formation, j'ai fait mon inscription pour la formation à Saint-Avé. Ok. Après, je suis en train de me demander si c'est pas un peu court dans le temps, sachant que j'ai pas réalisé mes 70 heures de… Alors, vous pouvez toujours faire le positionnement et faire les 70 heures avant l'entrée en formation. D'accord? Ça, c'est possible. Après, vous pouvez aussi, sinon, dans ces cas-là, avoir un petit peu plus de temps en vous positionnant sur la section à Saint-Brieuc. D'accord. Qui est du coup 15 jours plus tard. Donc, mine de rien, ça vous laisse quand même ces 15 jours de rab en plus, quoi. Okay. C'était principalement pour le logement, parce que j'ai de la famille dans le coin de Saint-Avé, c'était plus pratique. D'accord. De toute façon, c'est une semaine de… Ouais, alors oui, vous êtes domicilié où? À Châteaubourg, à côté de Rennes, enfin 20 km de Rennes, à l'est. D'accord, ouais. Donc du coup, alors oui, au niveau de l'alternance, c'est à peu près une semaine par mois. D'accord? Donc après, tout le reste du temps, c'est sur le lieu de stage. Donc effectivement, au niveau des déplacements, les cours sont du lundi au vendredi. Globalement de 8h45 à 17h. Voilà.
Donc, du coup, et vous avez à vous déplacer en centre de formation effectivement qu'une semaine par mois. D'accord. Donc après, en termes d'hébergement, effectivement, à voir, mais voilà, ça vous permet aussi de vous projeter, y compris sur cette question de l'hébergement. Et on est... donc ça, après, à voir, effectivement, ça peut être aussi Saint-Brieuc. Hein. Ouais. Bon, effectivement, ça laisserait un petit peu plus de temps, mais bon, après, je ne suis pas pressé, je peux très bien attendre, effectivement, s'il y a des formations en septembre ou octobre à Rennes. Ouais, après, dans l'industrie, c'est pas ce qui manque, les emplois, je crois. Encore travailler en intérim jusque-là. Ouais. En tout cas, voilà, les 70 heures de stage, essayez de contacter. Il y a pas mal d'ESAT sur la région de Ille-et-Vilaine qui sont en recherche aussi de moniteurs d'atelier qu'ils n'arrivent pas Donc, du coup, oui, la formation de moniteur d'atelier, elle a une forte employabilité aujourd'hui. C'est aussi le but de ces formations, c'est qu'effectivement, elles visent directement l'emploi derrière. Il y a pas mal selon les secteurs, il y a pas mal de pénuries de moniteurs d'atelier. Pas mal d'ESAT recherchent à recruter des moniteurs d'atelier aussi formés. Donc, en tout cas, il y a au niveau de l'employabilité sur chaque groupe qui rentre. Chaque personne qui est rentrée en formation en reconversion professionnelle se voit proposer une offre d'emploi. Si ce n'est pas en CDI, c'est sur des CDD longs ou en tout cas sur des terrains, parfois, y compris sur le terrain dans lequel vous avez fait votre stage long. Donc voilà, en tout cas, on a pas mal, nous, de lieux, d'ESAT qui effectivement nous font savoir qu'ils sont en recherche, ils essayent de recruter des moniteurs d'atelier. Donc, en tout cas, l'employabilité est encore bien présente pour ce type de formation. Il y a une période plus propice où ça embauche plus que d'autres ou... Non. Non, mais là, sur l'Ille-et-Vilaine, les ESAT Utopie, Cesson, Utopie et Saint-Jacques étaient en recherche à un moment donné de recrutement. Donc après, faut pas hésiter à aller sur les sites internet des ESAT en eux-mêmes et aller regarder du coup les offres d'emploi qui paraissent, quoi. J'ai l'impression aussi qu'il faut mieux se déplacer, parce que j'ai envoyé des mails en vain, alors que même en téléphonant, souvent, on tombe sur une secrétaire c'est qui nous vrai que du transmet une coup, personne qui n'est pas là. c'est des environnements où le déplacement physique dans les lieux est important, Apprécié. en fait. Ouais. Bon, j'ai vu ça, ouais. Je vais faire le tour. Effectivement, à Vitré aussi, à côté de chez moi, il y en a. C'est assez dynamique là-dessus. Bon, en tout cas, voilà, vous pouvez maintenir votre inscription à Saint-Avé, de toute façon, passer le positionnement, quitte après à vous réinscrire pour une autre rentrée. Ça, c'est pas très, très gênant, en fait. Mais voilà, réfléchissez, voyez effectivement sur Saint-Brieuc. Aujourd'hui, Saint-Brieuc, il y a aussi, donc sur Saint-Brieuc ou Saint-Avé, peu importe, mais c'est vrai que sur Saint-Brieuc, du coup, Saint-Brieuc est un groupe qui se remplit un petit peu moins, du fait de la localisation géographique aussi. Mais voilà, en tout cas, ça c'est aussi, ce sont des éléments qui peuvent aussi rentrer dans la balance parfois pour intégrer la formation. Ouais. Il y a peut-être des prises en charge des logements, non, via Pôle emploi ou... Oui, je pense qu'il y a moyen de préparer ça, effectivement, et de voir les possibles. Je vous dis, c'est 4, donc en fait, voilà, ça peut être 4 nuits par mois pour se loger. Là, je pense qu'en passant effectivement par le biais de Pôle emploi, vous pouvez peut-être aussi avoir des aides à la mobilité. Par rapport aux déplacements notamment journaliers en fait. Donc je pense qu'il faut vraiment optimiser. Je sais qu'il y a une stagiaire de Rennes qui avait mobilisé un Pôle emploi pour avoir une aide à la mobilité. Il y avait un dossier à renseigner et ça lui prenait en charge ses coûts de transport par exemple. C'est pas négligeable aujourd'hui quand on voit le prix du carburant. Ça peut être un plus quoi. Donc vraiment de préparer ça avec votre conseiller Pôle emploi pour qu'il vous présente un peu tous les possibles par rapport à ça, quoi. D'accord. Merci pour les réponses. De rien. Je peux juste prendre votre nom de famille si ça ne vous ennuie pas? Oui, Chancerelle. D'accord. 2 LE à la fin. Ouais. Alexandre. Ok. Merci. Du coup, il reste 2 personnes. Alors, qui se lance?
Bien essayé. On m'entend? Oui, Oui, bonjour. 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 Donc, moi, je suis en contrat CSP, en fait, au Pôle emploi, pour le coup. Donc, c'est suite à un licenciement économique. D'accord. Et je suis, en fait, au tout début d'une réflexion, en fait, qui m'oriente vers les métiers du social, en général, on Mhm. va dire. Effectivement, moniteur d'atelier, j'ai une sœur en fait qui exerce le métier déjà et elle en parle avec passion. Donc voilà, pourquoi pas. Donc voilà, je suis au tout début de ma réflexion en fait. Donc j'avais Mhm. effectivement besoin de beaucoup de renseignements Ouais. concernant ce métier. Et par contre, ma conseillère pour l'emploi m'a un petit peu mis le doute en me disant qu'il fallait en fait avoir peut-être un bagage Mhm. technique en fait à apporter quand on veut se lancer en fait dans ce métier de moniteur d'atelier. Bagage Alors, technique que moi je n'ai pas bien sûr. ouais. Alors, pas d'obligation par rapport à ça. D'accord. D'accord. Honnêtement, il n'y a pas de. Effectivement, alors lorsqu'on est sur des réponses à des offres d'emploi de moniteurs d'atelier, les ESAT peuvent éventuellement orienter du coup leur candidature en demandant à ce qu'il y ait un bagage professionnel qui serait apprécié en plus. Voilà. Donc ça, quand on est vraiment quand on est dans le cadre de recrutement de moniteurs d'atelier, que ce soit en remplacement ou en CDD, il peut y avoir cette demande-là par les ESAT ou pas. Voilà, ça dépend. Maintenant, pour rentrer en formation, il n'y a pas d'obligation à ce que vous ayez un bagage professionnel en lien avec les ateliers dans lesquels vous serez en stage, puisque vous ne savez pas à l'avance non plus sur quel type d'atelier vous serez sur votre stage long. D'accord. Ce qui est important, en tout cas, c'est effectivement d'être déjà motivé à engager la formation, de bien se projeter effectivement dans cet environnement médico-social auprès en tant qu'effectivement encadrant de travailleurs en situation de handicap. Enfin voilà, je pense que toutes ces valeurs-là, avant tout, elles priment et elles comptent. Et après, votre stage long, déjà, vous permet aussi sur le tas, sur le terrain, d'apprendre aussi un certain nombre de choses. Quand vous êtes stagiaire, vous êtes en plus des professionnels. Vous n'êtes pas en remplacement d'un professionnel dans les AT. Les ESAT qui vous accueillent en stage peuvent effectivement, au fil de la formation, vous amener à monter en compétences et en responsabilité en tant que moniteur d'atelier. Et bien évidemment, ça fait partie aussi du processus de formation. Mais vous êtes bien en plus des professionnels présents sur site. Donc, qui vous orientent, qui vous guident, qui vous accompagnent dans justement les différents axes du métier de moniteur d'atelier. Donc, il n'y a pas d'obligation quand vous rentrez en formation d'avoir ce bagage professionnel. Si vous l'avez, c'est bien. Parfois, ceux qui l'ont se retrouvent dans un atelier dont ils n'ont pas du tout de compétences. Enfin, j'ai l'exemple notamment d'un stagiaire sur Saint-Brieuc actuellement qui effectivement avait un métier manuel dans les mains, mais qui se retrouve sur un atelier qui n'est pas du tout celui qu'il avait. Et ça ne l'empêche pas effectivement d'être moniteur d'atelier et de faire sa formation et de bien la mener et d'apprécier effectivement cet environnement-là. Donc, il n'y a vraiment pas d'obligation à avoir ce bagage professionnel. En tout cas, ce n'est pas ça qui doit vous freiner. Voilà, c'est plutôt effectivement après d'être prêt effectivement à s'engager effectivement dans cet environnement médico-social qui est assez spécifique et qui justement par le stage de 70 heures permet de lever un certain nombre d'interrogations qu'on pourrait avoir ou de représentations qu'on pourrait se faire. D'accord, donc ce stage de 70 heures nécessaire là pour pouvoir, oui. Voilà, prétendre à l'admission, ça peut être alors ils appellent ça une immersion. Ça peut être une MISP, ouais, une mise en situation professionnelle. Ça peut être dans le cadre avec Pôle emploi, ça peut passer par le biais de ce conventionnement-là, ouais, tout à fait. D'accord, ok. Ouais, parce que du coup, comme je vous disais, je cherche en fait dans différents secteurs du social et j'ai fait effectivement une immersion pour le coup dans un EHPAD. Donc auprès d'une animatrice en fait, donc immersion qui a duré 2 semaines, donc qui était très très intéressante également, sauf que là, alors c'est pas tout à fait effectivement le même public, ce sont vraiment des personnes âgées pour le coup fragiles, pour certaines handicapées effectivement, ça n'a rien à voir, mais bon voilà, je veux essayer de voir un petit peu tous les aspects, voilà vraiment justement faire mon choix et m'orienter dans la bonne direction on va dire. Ouais. Mais voilà, en tout cas, effectivement, ça peut passer par Pôle emploi, par ce type de convention, les mises en situation professionnelle ou immersion. On est tout à fait sur ce registre-là, c'est des conventionnements de 15 jours.
à l'issue duquel, du coup, l'ESAT vous fait une attestation, hein, comme quoi, effectivement, vous avez bien réalisé 70 heures de stage au sein de l'ESAT si vous leur disiez que vous avez ce projet de rentrer en formation de moniteur d'atelier. Mais effectivement, moniteur d'atelier, on n'est pas du tout sur le même registre qu'un EHPAD ou en accompagnement éducatif et social au sein de foyers de vie. On est vraiment dans le milieu, effectivement, du handicap, mais autour de la valeur travail. Ouais, voilà. Le support, votre support d'activité, c'est le travail, ce sont les ateliers. Ouais. D'accord. Ok. Donc voilà, en tout cas, voilà, ne vous mettez pas de frein par rapport à ce bagage professionnel. Autant il peut être demandé, je vous dis, quand vous postulez sur des postes de moniteur d'atelier pour lesquels ce sont des recrutements, où les ESAT peuvent éventuellement mettre cette spécificité-là. Mais dans le cadre d'un projet de formation, bien au contraire, du coup, c'est aussi pendant la formation, sur les 1120 heures de stage, vous vous rendez compte, 1120 heures de stage, c'est assez énorme sur 12 mois, où justement, vous apprenez le métier. D'accord. Ok, merci beaucoup. De rien. On termine du coup le tour des écrans. Alors, je ne vous entends pas, il faudrait juste remettre votre micro en place. Là, c'est bon? Oui, c'est bon. Ok. Donc, bonsoir, je suis Laure. Bonsoir. Bonsoir. Donc, j'ai déjà eu contact avec Virginie Chopin. Oui. Par mail, pour demander un peu d'informations sur le positionnement, tout ça, voilà, un peu des dates pour voir où j'en étais rendue. Donc, je suis actuellement employée depuis 9 ans à la résidence de la Lande à Béton, au nord de Rennes, dans un foyer d'accueil médicalisé. D'accord. Voilà, donc j'ai pu échanger ce matin avec ma directrice de mon projet professionnel, pour le coup. La mettre au parfum et lui dire clairement les choses, en fait, lui dire mon projet. Donc, j'ai une évaluation de stage. J'ai mes 70 heures, normalement, c'est OK, sur les aides de Cesson. D'accord. Voilà, la seule chose, c'est que je me suis inscrite à Pôle emploi pour bénéficier de convention de stage. Est-ce que j'ai bien fait ou pas? Ouais. Oui. Ouais. Parce que je suis quand même en CDI, donc j'ai quand même. Je me suis inscrite à Pôle emploi pour obtenir des conventions de stage. On m'a dit que ça se faisait, donc j'ai tenté comme ça. Oui, alors après, c'est à voir, je vous dis, avec chaque conseiller, hein, c'est pareil, là, c'est très spécifique. Tant que c'est constaté avec votre employeur, votre employeur est informé de la démarche et qu'effectivement, il n'y voit pas d'inconvénient à ce que, éventuellement, sur une période de congé, vous bénéficiez d'une convention de stage pour faire vos 70 heures et que votre employeur est favorable à vous aider dans cette démarche-là. Voilà. Dès lors que les choses sont claires pour vous, pour votre employeur, du coup, effectivement, ce sont des choses qui peuvent se pratiquer. Hein. Tout à fait. Ouais. Non, moi, j'ai mis carte sur table, j'ai dit quand j'en étais. Donc, les dates de stage seraient fin mars, début avril, les 70 heures. Donc, j'attends les conventions, j'adresse ma lettre de motivation et mon CV, c'est par connaissance, en fait. Donc, je peux rentrer dans cette ESAT-là pour faire le stage de 70 heures. D'accord. Et par avant aussi, un parcours, j'ai été chef d'équipe dans le ménage, dans le nettoyage. Donc, c'est pour ça que ça pourrait peut-être correspondre aussi à… En tout cas, c'est une compétence transversale au métier, hein, qu'on a vu tout à l'heure. Donc, oui. Voilà mon choix. Après, ce serait pour rentrer sur Rennes, du coup. Ouais, d'accord. Je serais dans le centre aussi, la transition professionnelle, c'est ce que Virginie Chopin m'avait expliqué. Parce que vu que je suis en CDI, je ne voudrais pas quitter mon CDI, en fait. Donc, l'entreprise, voilà. Donc, en fait, il faut que je me renseigne quand même vis-à-vis d'un conseiller évolutif professionnel, c'est ça? Un conseiller en évolution professionnelle, ce qu'on appelle les CEP, ouais. Donc, rapprochez-vous pareil de votre employeur vers les ressources humaines qui vous donnera du coup l'OPCO et les conseillers en évolution professionnelle qui vous concernent du coup pour être directement mis en lien via votre employeur en fait. Voilà. Les services de ressources humaines sont là pour ça, hein, pour vous donner aussi des informations, notamment des conseillers en évolution professionnelle que vous pouvez mobiliser dans le cadre d'une démarche de CPF Transition Pro. D'accord. Et j'avais une question, c'est que le dossier, elle me disait, Virginie Chopin, qu'il fallait le monter 3 mois au moins avant l'entrée en formation. Alors, le dossier Transition Pro, il est assez long. Hein. Oui, en fait, vous avez tous les éléments. Alors après, une fois que vous avez rencontré le conseiller en évolution professionnelle, déjà, lui, il va vous donner l'ensemble du calendrier, en gros, hein, l'échéance des dates. Et vous pouvez aussi avoir ce renseignement-là sur moncompte.gouv.fr, hein, là où vous avez votre CPF qui est actif. Où vous pouvez aussi avoir des éléments par rapport à ça, du coup, sur
le montage d'un dossier CPF Transition Pro. Mais oui, il faut s'y prendre un peu à l'avance, clairement. Ouais, c'est pour ça. Donc, ça. Mais bon, là, si vous envisagez la rentrée à Rennes en octobre, vous êtes dans les temps. Ouais, c'est pour ça que je voudrais. Moi, je comptais le monter en juin, mais on peut le monter sans avoir passé les prérequis. C'est possible d'avoir le financement Du coup, pour une stagiaire qui souhaitait rentrer à Saint-Avé, on a dû anticiper le positionnement un petit peu plus. Donc j'ai déjà mené un entretien de positionnement avec elle, sous réserve effectivement qu'elle soit admise, de manière à ce qu'elle puisse finaliser son dossier CPF Transition Pro. Donc après, nous, on ajuste en fait en fonction des demandes et des dossiers des stagiaires et des futurs candidats. Du coup, on ajuste en fait nos positionnements pour que vous puissiez être dans les temps. Voilà, il ne s'agit pas effectivement de vous mettre en difficulté par rapport à ça. Donc en tout cas, là, pour cette année, moi, j'ai déjà dû avancer un positionnement pour une personne qui était en CPF Transition Pro de manière à ce qu'elle puisse effectivement finaliser son dossier, quoi. Ouais, c'est ça. Moi, je serais dans la situation-là, je pense aussi, pour le coup. Mais voilà, en tout cas, n'hésitez pas à revenir vers Madame Chopin dès que vous avancez dans votre dossier, dans votre réflexion, quand vous commencez à voir les dates qui arrivent, à connaître les dates à laquelle, effectivement, vous devez renseigner l'ensemble des éléments, d'être en lien avec Madame Chopin pour que nous, derrière, elle puisse me solliciter et qu'on puisse voir comment on anticipe les choses pour vous permettre, effectivement, de finaliser votre montage, quoi. Après, passer un positionnement sur Saint-Brieuc, il n'y aurait pas de souci non plus, ou pas? Non, mais le positionnement, on peut aussi le faire en distanciel, à la marge. D'accord. Voilà. Quand le contexte sanitaire, du coup, voilà, on s'adapte au contexte sanitaire, on s'adapte aux situations. Donc là, effectivement, la personne, en l'occurrence, l'exemple que je vous donne, il n'était pas possible qu'on organise un déplacement parce que effectivement, sur les créneaux qui lui étaient possibles, c'était compliqué. Donc du coup, on l'a mis en place en distanciel, de la même façon qu'on est là ce soir, avec effectivement des tests à faire. Maintenant, prioritairement, effectivement, c'est vraiment à la marge. Donc c'est vraiment au cas par cas qu'on ajuste comme ça. Prioritairement, le positionnement, il a lieu en présentiel sur une journée dans un centre de formation à Ascoria. Où vous rencontrez effectivement, vous êtes dans une salle le matin pour faire vos tests et l'après-midi, vous rencontrez un jury en présentiel. D'accord, ok. Mais voilà, à la marge et au cas par cas, selon les situations, on est dans l'adaptation aussi possible. Et donc, l'adaptation peut passer par ce type de démarche distancielle, vraiment s'il n'y a aucune autre possibilité, quoi. Ok. Et vu d'extérieur, comme ça, vous voyez que mon dossier est quand même cohérent Ah bah oui, après, effectivement, on n'est pas, il faudrait avoir un échange plus long, mais là, vu votre expérience professionnelle, le fait d'en avoir échangé avec votre directrice, qui elle-même vous connaît peut-être encore mieux professionnellement, donc, et qui, ça semble cohérent. En tout cas, le projet semble cohérent. Généralement, il y a plein de... Après, c'est comment vous mettez en forme, du coup, vos motivations, comment vous les expliquez, comment vous les transcrivez à l'écrit, parce que le CPF Transition Pro, c'est un écrit. En fait, l'avantage, en tout cas, quand vous rentrez dans un dossier Transition Pro, au terme de votre dossier, vous êtes carré et calé sur vos motivations. Parce que le dossier, je regarde Jérémy en même temps, mais le dossier vous oblige à rentrer un peu dans un travail un peu introspectif quand même. Qu'est-ce qui vous anime vraiment? Qu'est-ce que vous avez envie? Qui vous êtes allé rencontrer? Est-ce que vous avez rencontré des moniteurs d'atelier et qu'est-ce qu'ils peuvent en dire? Donc voilà, vous avez toute une démarche finalement de cheminement professionnel qui de fait du coup construit votre projet, quoi. Ouais, voilà, ouais. Et donc votre projet se nourrit aussi de cette rédaction et des rencontres que vous pouvez faire. Donc oui, c'est de fait, en tout cas, après, je vous dis, c'est peut-être effectivement de commencer par ce stage de 70 heures avant de se lancer dans le CPF Transition Pro, pour déjà être certaine que cet environnement professionnel vous convient. Ouais, voilà, je ne veux pas perdre. Ce que je dis à ma directrice, je veux garder mon CDI, je suis bien où je suis. Bien sûr, bien sûr. Voilà, c'est pour ça. Il ne s'agit pas de partir pour pas être dans l'incertitude. Donc, commencez peut-être effectivement par ce stage de 70 heures pour vraiment vous dire, est-ce que demain, je me projette dans cet environnement professionnel? Si c'est oui, parce que ça vous convient bien, après, vous engagerez les démarches. Ouais. Mais voilà, ça peut être c'est un bon levier, les 70 heures de stage, pour vraiment finaliser du coup les choses, en tout cas, ou au moins les amorcer pour voir si c'est un projet qui peut nous correspondre. D'accord, ok. Donc, dans les timings, je suis bonne, quoi. Dans le timing, c'est bon. C'est bon, ok, impeccable. Non, c'est vrai. Merci pour tout, en tout cas. De rien.
Du coup, on arrive, je pense, au terme, sauf s'il y a d'autres questions qui seraient venues entre-temps. Non. Non, c'est bon? Merci. Écoutez, en tout cas, je vous remercie pour cet échange. N'hésitez pas, en tout cas, à revenir vers moi-même ou Virginie Chopin en cas de besoin, à vous reconnecter sur notre info live si vous avez aussi envie de réécouter. Mais bon, là, du coup, j'ai enregistré donc, la session de ce soir en accord avec vous. Donc, du coup, je vais la communiquer à ma collègue qui ensuite la transmettra. En tout cas, merci beaucoup. Bonne continuation dans vos projets. Peut-être du coup à bientôt pour ceux qui vont passer les positionnements, puisque je serai présente sur cette journée-là. Donc voilà, je serai enchantée de vous rencontrer. Et puis n'hésitez pas, oui, au fil de votre réflexion, s'il y a des questions à revenir vers nous pour qu'on puisse y répondre. Voilà. Écoutez, je vous souhaite une bonne fin de soirée, bonne continuation, et puis à bientôt alors. Merci. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir.